Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous continuons et nous terminons le chapitre sur le système musculo-squelettique en abordant le cours sur le système musculaire en particulier, dans lequel nous verrons certains muscles du corps, leur nom, et nous verrons également comment les muscles fonctionnent dans notre corps. Alors, à quoi servent les muscles? Évidemment, on en a déjà parlé. Ils servent à créer le mouvement. Donc ça, c'est la première fonction qui nous saute aux yeux quand on parle des muscles. Donc les muscles, en se contractant, vont permettre le déplacement de certaines parties, certains membres de notre corps. Mais pas seulement. Ils servent aussi à maintenir la posture de notre corps, donc à l'état de repos. En étant debout, par exemple, eh bien, il y a certains muscles qui maintiennent la posture verticale de notre organisme. Et également, dernière fonction, eh bien, les muscles servent à libérer de la chaleur. Alors, cette chaleur étant libérée en grande quantité lors de leur contraction répétée, donc c'est pour ça qu'il faut l'évacuer avec la transpiration, on en a déjà parlé, mais cette contraction va quand même permettre la libération de chaleur quand il fait froid et quand notre corps se refroidit. Donc, ce qu'on va retrouver notamment quand on a des contractions involontaires, donc des frissons par exemple, qui vont permettre de réchauffer le corps. Alors, il existe 3 sortes de muscles. Pour cette année, nous allons les voir sous cette classification, mais il y a d'autres façons de les classifier. Donc, en résumé de ce que nous, on va voir cette année, il y a les muscles qu'on appelle lisses. Donc, les muscles lisses, ce sont les muscles qui sont reliés à certains organes ou à certaines petites entités du corps pour lesquelles nous n'avons aucun contrôle volontaire. Donc, la contraction de l'estomac, par exemple, la contraction des artères, ce sont des muscles qui se contractent sans qu'on ait absolument aucun contrôle dessus. Ensuite, il y a des muscles particuliers qu'on retrouve uniquement dans le cœur, on les appelle des muscles cardiaques. Alors eux non plus, on n'a pas de contrôle dessus, mais ce sont quand même de plus gros muscles par rapport à tous ceux que je viens de nommer dans les muscles lisses. Et il y a les muscles squelettiques, donc qui sont directement reliés au squelette, et alors ce sont ces muscles-là que nous contrôlons de manière volontaire. Donc on peut penser à tous les mouvements qu'on est capable de créer dans notre organisme. Quand on les regarde au microscope, ces 3 types de muscles, eh bien, ils sont clairement identifiables et on peut les discerner les uns les autres. Donc les muscles lisses sont faits de fibres qui sont lisses, donc ce que vous voyez à l'écran, on voit des petites vagues bien nettes, bien séparées les unes des autres. Donc, je répète, ce sont des fibres qu'on ne contrôle pas. À l'inverse, les muscles squelettiques, sont faits de fibres striées volontaires. Donc, alors regardez la différence. Ici, vous voyez les fibres, on voit à l'intérieur des stries, donc des petites lignes qui vont, donc les stries, c'est vraiment des petites séparations à l'intérieur des fibres. Alors ça, on l'avait dit précédemment, ce sont des fibres que l'on peut contrôler. Et pour les fibres du muscle cardiaque, donc ce sont des fibres striées, donc elles ressemblent aux fibres striées qu'on retrouve dans les muscles squelettiques, mais elles sont involontaires, comme vous le savez. Nous n'avons pas la capacité volontaire de contracter notre cœur directement. Donc elles ressemblent aux fibres qu'on retrouve dans le muscle squelettique, mais elles sont légèrement différentes, comme vous pouvez voir à l'écran. Alors ce sont les fibres striées involontaires. Vous voyez à l'écran quelques noms de muscles qu'on croise cette année. Il y a beaucoup plus de muscles dans le corps, donc aux alentours de 600. Alors nous, on va seulement s'intéresser aux principaux, ceux qu'on rencontre dans nos exercices sportifs par exemple. Et on va souvent les nommer par une grande famille de muscles, mais en fait ils ont plein de noms séparément. Alors par exemple, si on commence par le schéma en haut, tous les muscles qui permettent la flexion des doigts, on les appelle les fléchisseurs des doigts. Chacun de ces muscles peut avoir un nom particulier, mais pour nous, on va les appeler les fléchisseurs des doigts. Si on descend, donc un des muscles les plus connus de notre corps qu'on retrouve dans le bras, c'est le biceps. Alors il faut préciser de quel biceps on parle, car il y a d'autres biceps. Donc c'est le biceps brachial. Vous voyez l'écran ici, donc le muscle qui s'appelle le grand dorsal. Alors ça a l'air étonnant parce qu'on le voit vers l'avant, mais vous allez voir que c'est la fin du grand dorsal. Le muscle qui fait le lien entre la mâchoire, le crâne et la clavicule, on l'appelle le sternocléidomastoïdien. Ça, c'est un des muscles importants qu'on retrouve dans le cou. Le grand pectoral, quand on dit avoir des pectoraux, donc c'est ce grand muscle-là qu'on retrouve ici. Alors les abdominaux, en réalité, ce ne sont pas des muscles, c'est un seul muscle. Donc on l'appelle le grand droit abdominal et il est séparé par des petites sections comme ça
fibreuse, mais en réalité c'est un seul grand muscle. Donc là vous avez le grand droit abdominal, on en a deux, un à gauche et un à droite. Si on descend ici, on a un gros muscle dans la cuisse qu'on appelle le droit fémoral, donc il est le long du fémur. Alors il fait partie d'un ensemble de muscles qui est plus connu, qu'on appelle le quadriceps. Ici, vous avez un muscle qui s'appelle le sartorius, donc c'est une sorte de ligne qui traverse en diagonale la cuisse. Alors on l'appelle le sartorius et autrefois il s'appelait le couturier. Et enfin ici, vous voyez le gastrocnémien, c'est le mollet, le fameux mollet. Donc le mollet en fait c'est un gros muscle qui des fois peut se faire appeler les jumeaux, car quand on voit précisément comment il est fait, on voit deux grandes sections. Vous allez le voir à l'arrière ici. Alors on continue avec les muscles donc qui permettent l'extension des doigts, on les appelle les extenseurs des doigts. À côté du biceps brachial, vers l'arrière, vers le côté, on a le triceps brachial. Quand on va dans le dos ici, on a un muscle en forme géométrique de trapèze, il s'appelle le trapèze. Le muscle qu'on retrouve dans l'épaule, c'est le deltoïde. Celui dont je vous parlais tout à l'heure, un énorme muscle qui finit par se retrouver vers l'avant, ici on l'appelle le grand dorsal. Un gros muscle qu'on retrouve dans la fesse, et on le retrouve le grand fessier. À l'arrière ici, donc vous savez, vous avez sûrement entendu parler des ischio-jambiers dans les cours de sport, dans les activités sportives. Alors en réalité, c'est un ensemble de muscles, les ischio-jambiers. Donc le gros muscle que vous voyez ici, c'est le biceps fémoral. Et là, celui dont je vous parlais tout à l'heure, le gastrocnémien, qu'on appelle les jumeaux, donc ce fameux gros muscle qu'on retrouve dans le mollet, qui est en fait deux grandes sections. Ici, ça n'est pas un muscle, mais je le nomme quand même puisque c'est une section du corps très connue. C'est le tendon d'Achille. Alors, c'est le tendon qui accroche justement le gastrocnémien au pied. Alors, je répète, ça n'est pas un muscle. C'est un tendon et, comme vous pouvez le voir, le tendon, c'est le tissu qui permet de relier les muscles aux os. Donc, un tendon est accroché à un os d'un côté et à un muscle de l'autre et il fait la liaison entre les deux. Donc le tendon, c'est relativement caoutchouteux et solide, et ça permet de tirer les os lors du mouvement, puisqu'on le rappelle, les mouvements dans le corps sont dus à des mouvements du squelette qui sont entraînés par la contraction des muscles. On fait une petite parenthèse sur la tendinite, donc qui est une maladie assez connue, donc c'est une inflammation due à une usure des tendons. Donc plusieurs sportifs vont vivre ce problème. Alors malheureusement, il n'y a pas de grand secret pour s'en débarrasser. Il faut arrêter l'activité sportive qui crée la tendinite et permettre au tendon de se régénérer. On enchaîne avec l'organisation du muscle. Alors le muscle, quand on le regarde de l'extérieur, on voit qu'il est fait de grandes sections. Donc si on fait une dissection d'un muscle, on va voir plein de de plus petites sections que le muscle. Alors le muscle est organisé comme des poupées russes. Donc on a une grosse section qui s'appelle le muscle, et quand on l'ouvre, on voit qu'il y a des plus petites sections à l'intérieur. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les faisceaux musculaires. Vous voyez un muscle, on a 7-8 faisceaux musculaires, donc ce sont des grosses sections. Et quand on regarde un faisceau musculaire, on voit que lui-même, il est fait de plus petites sections qui s'appellent des fibres musculaires. Et tout ça, bien sûr, comme vous le voyez avec les points rouges autour ici, est irrigué par du sang. Les muscles sont de grands consommateurs de nutriments, donc il faut les irriguer. Alors il y a énormément de vaisseaux sanguins qui passent à travers pour pouvoir permettre la contraction des muscles. Si on continue à regarder une fibre musculaire, on va voir qu'elle est elle-même composée de différentes sections, de plus petites sections qu'on appelle des myofibrilles. Donc ça veut dire des petites fibres du muscle. Et on y retrouve également, on est rendu à l'échelle des cellules, on y retrouve des noyaux cellulaires tout le long. Donc tout le long des fibres musculaires, on voit des myofibrilles qui passent à travers et on voit le noyau des cellules qu'on retrouve à l'intérieur, donc dans les myofibrilles. Eh bien, ces myofibrilles elles-mêmes sont constituées de minuscules petites sections qu'on appelle des myofilaments. Alors là, on est rendu dans le très petit, on est dans des protéines. Et ces myofilaments, donc vous voyez la myofibrille ici, qui fait partie de la fibre musculaire, eh bien la myofibrille, elle est constituée de myofilaments. Il y en a deux, donc un qui s'appelle myosine et un autre qui s'appelle actine. Donc là, on est rendu dans le tout petit à l'intérieur des muscles, donc on est rendu à la dernière poupée russe à l'intérieur de notre empilement de poupées russes. Et ce sont ces deux protéines, donc le myofilament de myosine et le myofilament d'actine, qui vont créer la contraction musculaire. Alors, comment fonctionne la contraction musculaire? Eh bien, vous voyez ici le myofilament d'actine
qui entoure le myofilament de myosine. Alors la myosine, elle est fixe, et l'actine, alors, comme son nom l'indique, elle est active. Alors c'est elle qui va avancer le long de la myosine et qui va créer la contraction musculaire, puisque la contraction musculaire, en réalité, c'est un raccourcissement de la longueur du muscle et une augmentation de son épaisseur, donc les filaments s'empilent les uns par-dessus les autres. Donc vous voyez ici, là le muscle est au repos, donc il est étendu, il est allongé, et là il est contracté, on voit qu'il est plus petit en longueur. Les myofilaments d'actine ont avancé le long des filaments de myosine. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on a un neurone, hein, on parle d'un muscle qu'on va contracter par exemple, le muscle du bras. Donc on va décider volontairement de déclencher la contraction de ce muscle. Alors le neurone qui arrive au niveau des myofilaments, il va libérer du calcium, et ce calcium, eh bien, il va activer l'actine. Et l'actine, sous l'effet du calcium, eh bien, elle va avancer le long de la myosine, donc c'est ce que vous venez de voir ici. Et l'actine, en avançant, eh bien, elle crée un raccourcissement du muscle, et s'il y a des tendons accrochés au bout, eh bien, le squelette, l'os qui est au bout, va avancer tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on crée du mouvement, en contractant les muscles grâce à l'actine qui avance le long de la myosine. Alors ça nous permet d'enchaîner avec la fameuse crampe. Donc la crampe que vous avez sûrement déjà vécue après plusieurs efforts. Donc c'est souvent dû à un problème d'hydratation et notamment d'incapacité de l'actine à relâcher le calcium. Donc le calcium reste bloqué entre l'actine et la myosine, et là ça fait que le muscle reste contracté en permanence. Donc ça crée de la douleur, donc le système nerveux détecte qu'il y a un problème et nous crée une sensation de douleur. Donc souvent le problème est dû à un problème un manque d'eau tout simplement, donc il faut se réhydrater et évidemment essayer de s'étirer pour forcer l'actine à repartir, à s'éloigner des filaments de myosine. Alors en résumé, donc le muscle, il est très efficace pour la contraction, et en fait il a donc 3 grandes propriétés qui lui permettent cette efficacité. Bon, premièrement, il est capable de se contracter, on vient de le voir, l'actine peut avancer le long de la myosine. Il est sensible donc au système nerveux, c'est ce qui fait qu'on peut le contrôler, et surtout très important, il est élastique puisqu'un muscle peut reprendre sa position initiale après la contraction, ce qui évidemment est essentiel. On va également aller ajouter quelques précisions. Donc il existe des muscles dans le corps qui sont antagonistes, c'est-à-dire qui font exactement l'inverse l'un de l'autre. Par exemple, le biceps brachial crée la flexion de l'avant-bras, alors que le triceps brachial, lui, crée l'extension de l'avant-bras. Alors ces deux muscles ne sont jamais activés en même temps, puisqu'ils créent un mouvement opposé. On revient également sur le métabolisme qu'on a déjà croisé à plusieurs reprises. Les cellules ont besoin de dioxygène et de glucose pour fonctionner, donc dans ce qu'on appelle la respiration cellulaire. On va y aller avec des termes un peu plus avancés maintenant. Donc vous voyez la formule chimique l'équation chimique de la respiration cellulaire avec le glucose, le dioxygène, l'eau et le dioxyde de carbone. Et là, ce qu'on va rajouter, c'est au lieu d'écrire énergie, on voit qu'un glucose va permettre la libération de 36 molécules d'énergie qui s'appellent des molécules d'ATP. Alors, tant qu'il y a assez de dioxygène, eh bien, chaque glucose libère 36 ATP. C'est intéressant de s'en rendre compte, car s'il n'y a pas assez de dioxygène, eh bien, le corps est capable de créer de l'énergie quand même à partir du glucose, mais sans dioxygène, regardez ce qui se passe, seulement 2 ATP sont libérés. Alors, c'est une dégradation de glucose qui est très inefficace, très peu efficace, donc 18 fois moins d'énergie, et surtout, ça crée un autre déchet, donc pas le dioxyde de carbone, mais l'acide lactique. Acide lactique qui peut entraîner des problèmes dans le muscle, notamment des inconforts dans le muscle. Donc on appelle ce métabolisme anaérobie, donc c'est en l'absence d'oxygène, alors que le précédent, avec le dioxygène, on l'appelle aérobie. On finit par se rappeler que les muscles consomment le dioxygène et surtout le glucose tout au long de la contraction musculaire. Nous avons des réserves de glucose dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène. Et une fois qu'il n'y a plus de glucose disponible, à ce moment-là, les lipides vont être transformés en glucides dans le corps. Et c'est à ce moment-là qu'on va brûler les graisses, donc au bout d'un certain moment de travail musculaire. Et ce qui crée la fatigue des muscles, eh bien il y a 3 grandes raisons pour lesquelles un muscle va devenir douloureux. Le manque d'eau, donc pour faire circuler tout simplement les nutriments et les toxines,
et également les déchirures dans les muscles. Au fur et à mesure que les muscles sont utilisés, eh bien,